Voilà, bonjour tout le monde. Ça y est, c'est l'heure de notre live. On est très content de vous rejoindre tous. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attendait ce live aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous propose de nous faire un petit coucou en écrivant d'où vous venez pour avoir une idée à qui on parle. C'est pas évident pour nous parce qu'on parle, on est un peu dans le vent. Alors, ça nous plaît bien d'avoir vos commentaires en même temps. Voilà, vos prénoms et d'où vous venez. Et voilà, et je vous propose d'accueillir Christophe qui va arriver dans quelques instants. Alors j'attends les premiers prénoms pour voir si ça fonctionne bien, si la technique marche bien. Voilà, voilà. Alors Jean-Philippe, salut Jean-Philippe. Il me dit salut mon poulet. Je sens qu'il y a des, il y a du privé là. Salut Karine. Alors, ça a l'air de fonctionner du coup. Tac, tac, tac. Alors on a eu beaucoup de réponses encore une fois à cette session. On a dû en sélectionner, donc désolé par avance de devoir choisir. On va essayer de répondre de façon la plus large possible pour que ça nous parle à tous par rapport à nos deuils, par rapport aux relations qu'on avait, si c'est la relation voilà, par rapport aux défunts, qu'elle puisse vraiment être voilà, quelque chose qui nous fasse du bien, qui nous encourage. On a une demi-heure à passer ensemble et du coup, voilà, salut tout le monde. Il y a Pascaline qui arrive, Janine, bonjour, Magali et voilà, je vois que notre cher docteur Christophe Auré est connecté. Alors, je vais l'inviter de ce pas. Super, on a déjà 60 personnes dès le début, hein, c'est rapide. Hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va être assez nombreux. On va garder l'esprit famille, hein, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à faire des commentaires. Il y en a certains qu'on pourra reprendre. On ne pourra pas tout lire. Et donc, désolé d'avance pour ça, mais on va essayer de faire au mieux. On est toute une équipe derrière. Donc, je remercie d'ailleurs Alison qui s'occupe de répondre. Je remercie Nelly, Abigail. Et je remercie aussi Christophe qui nous rejoint de ce pas. Salut Christophe. Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va? Ça va, Damien? Eh ben ça va, écoute, très très content de t'accueillir. Voilà. On s'est jamais autant fréquenté que pendant ce confinement, donc finalement il y a du positif. Il fait un temps pourri en région parisienne. Vraiment, il pleut des cordes, hein. C'est super. Dernier Alors, confinement, là, c'est. Ils y- ouais, nous on est dans le sud, c'est pareil, donc je te rassure, il n'y a pas de regret pour l'instant. Ouais, Bon, voilà. Alors, ben, bienvenue pour ce troisième live. On est assez nombreux dès le début, on est déjà 80 personnes, donc c'est chouette. Alors sans plus attendre, donc je redéfinis un petit peu la règle, c'est très très simple. On a reçu vos questions à l'avance, on en a sélectionné quelques-unes et essayé de regrouper des questions. Donc on a une équipe qui travaille sur ces questions, qui les sélectionne, on essaie de parler d'un maximum de thématiques. Et donc c'est Christophe qui nous répond. Si Christophe répond la mauvaise réponse, eh ben, vous pouvez mettre des buzz négatifs. C'est comme ça que ça marche. Et sinon, non, non, tout simplement, on essaye de vraiment voilà, de répondre à un maximum de personnes en même temps, que ce soit le plus large possible. On ouais. a tous envie d'avoir des réponses. Alors, je commence sans plus attendre avec une question de Christelle. Merci Christelle pour ta question, qui nous demande comment gérer le trauma de l'accident pour toute notre famille par rapport au deuil de Mathis. Alors ça, c'est un point vraiment, vraiment important. Alors que très souvent, des décès surviennent soit en accident, soit des suicides parfois, soit des circonstances traumatiques, et on est témoin de ça. Et même, on peut être témoin aussi à l'hôpital avec quelqu'un qui se tord de douleur parce que la douleur n'est pas bien contrôlée. En tout cas, que les circonstances de fin de vie soient extrêmement, extrêmement traumatiques. Eh bien, euh, ça peut, pas tout le monde, hein. Attendez bien, c'est pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes, on ne sait pas exactement qui et pourquoi, c'est pas dépendant de la force de caractère, du sexe, de l'âge, ça peut survenir n'importe comment. Il y a possibilité de ce qu'on appelle de séquelles post-traumatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pas des choses qui surviennent dans les 2 ou 3 mois après le décès. 2 ou 3 mois après le décès, ce que je vais vous dire, c'est complètement normal. Mais quand ces choses perdurent après 4, 5 mois, 6 mois, 1 an, là, on a possiblement un syndrome de stress post-traumatique qui vient freiner le processus de deuil qui se déroule. Et ces séquelles post-traumatiques
viennent freiner le processus de deuil. Et donc, grosso modo, il y a trois éléments à laquelle il faut être vigilant. Le premier, c'est si vous avez, j'insiste bien, pas pendant les premiers mois, hein. Les premiers mois, c'est complètement normal. Mais quand ça persiste auprès de 3 4 mois, vous avez des images invasives comme ça dans votre esprit de la scène de l'accident ou de la réanimation ou du corps de la personne que vous avez découvert, qui persistent comme ça 10, 20, 100 fois dans la journée ou qui arrivent énormément pendant des cauchemars. Deuxièmement, vous avez un état de tension constante avec l'impression que pendant des mois et des mois, j'insiste bien, ce n'est pas pendant le 1, 2 ou 3, 4 premiers mois, hein, c'est D'accord, c'est plus lointain. Ouais, d'accord. après. Hein. Et Il y a ça, c'est vraiment pour tout le monde ou c'est vraiment général? c'est pas pour tout le monde, c'est pour certaines personnes qui ont Hmm. des séquelles post-traumatiques avec un état de tension constante, comme s'il y avait l'impression d'une nouvelle catastrophe qui allait survenir. Et le troisième élément, donc ce qu'on appelle de l'hypervigilance, et le troisième élément, c'est un évitement plus ou moins important de tout ce qui est en lien avec l'épisode traumatique. Par exemple, une maman dont l'enfant s'est jeté sous les rails d'un train, ne peut plus prendre le train ou ne peut plus prendre le métro. Et là, tous ces éléments-là semblent Hmm. constituer ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Et le syndrome de stress post-traumatique, c'est quelque chose qui peut potentiellement faire obstacle au vécu du deuil. Comment on traite ça? Les médicaments sont peu efficaces pour traiter ça. Ils ne font que réduire les symptômes, ils ne traitent pas. Mais il y a une méthode que je vous invite à explorer sur le site EMDR France. EMDR, c'est un mot anglais qui veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est une méthode que j'utilise vraiment beaucoup, qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui utilisent et qui a pour objectif de détraumatiser la personne, c'est-à-dire que on n'enlève pas le souvenir de ce qui s'est passé, mais on enlève le poids traumatique sur le processus de deuil. Attention, plein de gens s'imaginent que l'EMDR va apaiser leur deuil. Non, l'EMDR ne va pas apaiser le deuil, l'EMDR Hmm. va enlever la charge traumatique qui pèse sur le vécu du deuil. Ça veut dire que quand on travaille le post-traumatique lié au deuil, il y a le libre cours du processus de deuil qui survient, et donc on peut avoir l'impression que la MDR n'a rien fait. Ne mettez pas le MDR comme étant un moyen d'apaiser le deuil. Le MDR est un moyen d'apaiser quelque chose qui freine, entrave le processus de deuil. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que le syndrome de stress post-traumatique est en fait beaucoup plus fréquent dans le vécu du deuil qu'on l'imagine, et que plein de gens voient leur deuil très parasité, très ralenti, parce qu'ils sont envahis par des images traumatiques liées aux circonstances de la fin de vie. Hmm. Merci pour ça. Je vois que plusieurs connaissaient cette technique de l'EMDR. Peut-être ça vaudrait même le coup qu'on fasse un live et en parlant particulièrement de cette technique ou d'autres techniques qui sont employées. Vous pouvez trouver il y a un annuaire des thérapeutes EMDR sur emdrfrance.org, je crois. EMDR. Voilà, et Alison nous donnera les références hein, sur le chat. Et comme ça, vous trouvez un thérapeute proche de chez vous. Et quand c'est bien fait, parce qu'il faut que ce soit vraiment des gens bien formés, ça peut Mm. vraiment considérablement apaiser des choses dans votre deuil. Merci pour ces réponses. Alors, on a une autre question qui est dans un autre, vraiment un autre sujet, qui est plus sur l'hommage et sur l'hommage particulièrement sur le digital. Alors, Oui. c'est Nathalie qui nous pose cette question. Merci beaucoup parce que on a beaucoup de retours sur ces questions et c'est un vrai sujet aujourd'hui pour nos comptes des réseaux sociaux. Pensez-vous, Christophe, qu'il soit une bonne idée de perpétuer la mémoire de mon conjoint décédé, mais ça peut être de la personne que mon être cher qui est décédé, en parlant de lui ou d'elle sur les réseaux sociaux, en l'identifiant dans mes publications. Et on a d'autres questions qui sont sur le fait de garder carrément son profil sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Que pensez de ça? Je trouve, hein, ça c'est un avis personnel, mais je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique en signalant à un moment donné sur la page
que la personne est décédée, mais on se rend compte parfois que les pages Facebook qui sont préservées, lors des jours anniversaires ou des Noëls ou le jour du décès, des choses comme ça, 1 an, 2 ans, 10 ans après, les gens, au lieu d'envoyer un petit mot ou un petit mail, ils écrivent quelque chose sur la page Facebook en disant, en voyant des photos, des choses comme ça. Et ça peut faire énormément de bien de se rendre compte que pour les proches, qu'il y a des gens, même qui sont un peu distants, n'oublie pas la personne. Parce que derrière tout ça, il y a l'énorme crainte qu'il y ait perte, oubli de la personne disparue. Et ça, c'est une très jolie façon de la rappeler à la personne que non, on n'a pas oublié la personne. Et de mettre son nom de rappeler son nom, son prénom, eh bien, vous avez, comment dire, vous n'avez pas à prendre en compte l'émotionnel des autres. Si c'est un besoin que vous avez, faites-le. Faites-le tout simplement de vraiment écrire mon enfant Mathias aurait aimé ceci, ma compagne Nathalie aimait beaucoup ceci. N'hésitez pas à le faire, comme ça vous habituez vos proches à entendre le nom de la personne que vous avez perdue. Et si on a qui sont dérangés, vous savez quoi? Tant pis. Tant pis s'ils sont dérangés. Et certains sont pas, voilà. Et si certains sont pas dérangés, eh bien, faites-le, n'hésitez pas. Cette personne a été une personne déterminante dans votre existence. Elle a constitué quelque chose qui était le cœur de vous-même. Au nom de quoi? Du fait qu'elle soit décédée, vous allez cesser de la faire apparaître dans votre existence. Rien ne le justifie. Et si des gens s'en offusquent, ben, qu'ils ont besoin de faire un petit travail sur eux-mêmes, il n'y a absolument rien de morbide, en tout cas là-dessus. D'accord. Alors, juste, j'ai envie d'ouvrir un petit peu plus le sujet, remercier Nelly parce que on a Nelly qui nous fait un commentaire sur son mari qui est artiste et elle aime mettre ses toiles sur la toile. Et ben justement, on peut se poser la question même pour nous, Christophe, est-ce que est-ce que c'est osé de se poser la question de comment on va gérer les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut décider dès à présent quand nous on va partir, quand on va décéder? Parce qu'en gros, on a trois façons de faire. Soit on aimerait que nos proches suppriment nos comptes, soit on aimerait qu'ils les laissent vivre leur histoire et là les figer, ou alors qu'elles soient carrément agrémentées, qu'elles vivent encore. Ça, je sais pas du tout. Je crois savoir, je suis pas sûr, hein, mais je crois savoir que Facebook, on leur envoie un document leur disant que la personne est décédée. Donc, ils suppriment certaines fonctionnalités sur la page Facebook et après, on laisse la possibilité d'écrire des mémoires. Mais je crois que d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, il y a des sites qu'on appelle des mémorials en ligne, où il y a un site spécifique, où il y a une page dédiée avec la photo de la personne et différentes choses. On peut déposer des bougies, des fleurs virtuelles. Bon, c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, c'est un bon moyen de perpétuer le souvenir, même des années, j'insiste bien, des années après le décès de la personne. Donc ça me choque pas du tout. Mais du coup, ça veut dire qu'on est assez libre aussi d'oser réfléchir à ça, parce que autant on prépare nos testaments, autant on prépare la suite de notre histoire digitale. Oui, Et, je crois que c'est bénéfique. Ouais. Merci pour ça. Alors, on a une nouvelle question sur un sujet qui est pas évident parce que malheureusement, je pense qu'il nous traverse tous quand on vit un deuil, qui est celui de la culpabilité. Alors, merci Hello pour aborder ce sujet, ce qui est pas évident. Donc, tu nous dis que tu culpabilises parce que la dernière fois que tu avais vu ton fils, tu t'étais fâché avec lui. Et ta question, c'est comment atténuer cette culpabilité? Ok. Oh là là, mon Dieu. C'est une question qui est vraiment difficile. La question de culpabilité, c'est vraiment difficile. Dans mes jeunes années, quand je travaillais avec les personnes en deuil, je me mettais l'objectif d'apaiser, d'arrêter, d'éradiquer la culpabilité. Et après de quelques années, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était absolument impossible à faire. Et que on ne pouvait que inviter la personne à parler encore et encore de sa culpabilité pour user progressivement la charge émotionnelle de toute la culpabilité et qu'il y aura toujours de la culpabilité qui restera. Ça ne veut pas dire que le chemin du deuil n'est pas harmonieusement mené, mais il y a toujours quelque chose dans l'esprit qui est de l'ordre d'une culpabilité et malheureusement, je ne pense qu'on n'a que la possibilité
d'apprivoiser le plus possible cette culpabilité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est dans le mot culpabilité, il y a le mot latin qui est culpa. Culpa, ça veut dire la faute. Et c'est vraiment se poser, se dire, mais est-ce que vraiment je suis en faute? Parce que dans notre tradition judéo-chrétienne, l'idée de faute est reliée à l'idée de punition. Il faut être très vigilant que quand on est dans la culpabilité, on se punisse d'une manière ou d'une autre, soit d'une manière Hmm. objective, en s'interdisant des choses, soit de façon très subjective, très floue, pas forcément consciente, d'auto-sabotage ou s'interdire d'être heureux ou d'apprécier ou même de rire, des choses comme ça. Donc, il faut voir derrière ces interdits qu'on s'impose s'il n'y a pas une espèce de culpabilité qui est là, culpabilité d'avoir dit ou fait des choses ou pas dit ou pas fait des choses. Donc, ça demande vraiment à se poser et à creuser vraiment cette culpabilité. Puis le troisième point, par rapport à ce papa, euh, dans le vécu du deuil, les derniers moments sont importants, certes, mais c'est toute la vie qu'on a vécue avec la personne qui sont importants. Peut-être qu'on s'est fâché aux derniers instants, ça c'est sûr, et ça, on gardera toujours un point douloureux par rapport à ça, mais il est important de relier sa peine à l'ensemble de la vie qu'on a vécue avec la Hmm. personne. Est-ce que cette vie a été une vie mauvaise? Est-ce que cette vie a été une vie de conflit est-ce qu'il y a quand même eu de l'amour et éviter, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais le plus possible de ne pas cristalliser, de ne pas résumer la vie qu'on a vécue avec cette personne à ce Hmm. seul moment où on s'est fâché. Parce que si la personne n'était pas décédée, on se rend compte que ce moment de fâcherie se serait inscrit dans une continuité de la relation et on ne serait pas cristallisé dessus. On s'est cristallisé dessus parce que c'était le dernier moment pensé avec la personne là. Mais il y a quelque chose à élargir. À élargir, ok, je me sens coupable de ça, peut-être à tout jamais, mais il est utile d'inscrire ce moment de perte de patience, de patience ou de rupture dans quelque chose qui a été beau et paisible et bénéfique dans la relation. C'est Hmm. un vrai travail. La culpabilité, ce n'est pas quelque chose qui s'éradique en quelques mois ou en quelques années, mais ça se travaille et ça travaille beaucoup en mettant des mots dessus encore et encore. Et surtout, surtout, ne pas, comment dire, ne pas se laisser victimiser par la culpabilité et être très vigilant aux punitions qu'on s'impose à soi-même à cause de la culpabilité. Hmm. C'est essentiel. Il y aurait beaucoup à D'accord. dire. Hmm. Merci pour ça. J'ai une question qui va un petit peu dans le sens de, qui dit que je viens de perdre mon papa il y a un peu plus d'un an et je me suis senti moins réactive, moins combative pour gérer tout ça. Et avec le recul, ben, je me suis dit que j'ai pas réussi. Est-ce qu'on arrive à expliquer pourquoi? Moins réactif dans quel sens? Combative, d'être être là pour l'aider. Est-ce est-ce que j'ai cru comprendre dans la question qu'il y avait le décès de sa maman avant. Oui, Ok, hein. Peut-être que quand tu m'as montré les questions. oui, Non, exact. Il y a son papa et j'ai voulu faire plus simple, mais peut-être que c'est mieux de donner le full contexte. Et il y a un an et demi, c'était également sa maman qu'elle venait de perdre, où elle était plus réactive, plus combative pour gérer tout ça. Et là, pour son papa, c'est beaucoup plus difficile. En fait, elle fait la différence entre les deux et pourquoi c'est différent. il y a peut-être une raison, c'est que quand on perd un parent, il reste l'autre parent et on se dit, OK, il faut que je mobilise toute mon énergie pour préserver mon autre parent et sa propre peine parfois, on la met un peu de côté en se disant, est-ce qu'on a un objectif? On se dit, il faut que je sois bénéfique à papa ou à maman pour permettre de tenir le coup. Là, quand les deux parents disparaissent, on se dit, à qui je vais aider et au bout du compte, quel sens maintenant ça a pour moi d'être orphelin ou orpheline de père Hmm, et c'est peut-être pour ça qu'on est entre guillemets moins réactif parce que être réactif, c'est d'accord. ce qu'on
fait quelque chose. Là, en l'occurrence, on n'a rien à faire, on n'a personne à qui protéger de la violence du deuil. Là, c'est peut-être vraiment un temps où on peut se poser tranquillement et se Mhm. dire, maintenant que j'ai plus à m'occuper ni de maman ni de papa, comment je, comment je prends soin à la fois de ma famille et à la fois de moi-même. Mais ce côté moins réactif aussi, c'est en lien au fait que le vécu du deuil est épuisant, épuisant physiquement et psychologiquement. Et que quand il y a plusieurs deuils qui se suicident de façon un peu trop rapprochée dans le temps, il peut y avoir une espèce d'épuisement intérieur à mobiliser ses capacités à réagir face à la souffrance. Donc, c'est cette difficulté de réactivité est peut-être le simple reflet de cette course de fond et d'épuisement qu'a généré le premier décès. Mhm. Alors on a plusieurs réactions sur ça parce qu'en fait on a l'impression souvent que c'est assez rare de perdre plusieurs personnes rapidement ou Ouais. euh, Pas voilà. si En rare, fait, pas si ouais, rare que c'est pas si rare que ça. Et justement Marine nous parle de ça. Elle a perdu elle son bébé à 38 semaines de grossesse et pendant sa grossesse elle a également perdu son parrain. ouais. Depuis elle a une boule à la gorge qui est vraiment permanente. Elle a cette crainte, cette peur d'être malade et elle a peur d'avancer. Ouais. Est-ce que c'est normal de se retrouver dans cette situation? Alors, justement, il y a il y a ces deux processus de deuil qui sont en même temps. Ce que je conseille souvent, quand il y a plusieurs deuils en même temps, c'est de véritablement, si on a envie d'écrire, par exemple. En session, c'est différent. En session, on dit, par exemple, on s'occupe aujourd'hui du décès du petit bébé. Et on se décide, la première session, de s'occuper du décès du parrain, Hmm. en essayant de diviser. Si on le fait tout seul, on peut prendre d'ailleurs deux cahiers différents, où on écrit pendant un temps, on se dit aujourd'hui, je consacre, je focalise l'ensemble de ma peine sur mon petit garçon, tout ce que je viens, tout ce que j'éprouve, tout ce que je ressens. Et je me fais la promesse que le jour d'après, je m'occupe, le jour d'après ou quelques jours après, je m'occupe spécifiquement pour vraiment mener les deux chemins parallèlement l'un là par rapport à l'autre. Parce que si on mélange tout en même temps, il y a trop de souffrance, les liens sont trop différents et on risque de se perdre. Donc c'est vraiment un conseil que je fais, c'est de véritablement consacrer un moment individuel pour Hmm. chaque personne. Et c'est vrai que ça avance un petit peu plus lentement parce qu'il n'y a pas simplement toute l'énergie qui est mise dans une seule direction, c'est un peu d'énergie dans chaque direction. Ça va un peu lentement, mais là encore, faisons confiance au processus de deuil. Les choses se feront. Plus doucement, mais elles se feront. D'accord. Merci pour ça. Je vois qu'il y a pas mal de réactions aussi pour ça. Voilà, on est assez nombreux aujourd'hui, hein. On est un Il peu y a plus de. Agnès qui dit, j'ai trois cahiers pour chacune de mes trois étoiles. Effectivement, c'est ça, hein. Trois cahiers différents qui permettent vraiment à chaque fois de se focaliser sur l'enfant disparu. Merci Hmm. Agnès. Très bien, mais merci pour ça, Christophe. On va terminer par une question qui ressemble à la dernière question de la dernière session du live qu'on a fait. Ouais. Voilà. On a parlé des anniversaires et on a parlé de ton anniversaire, on en a profité, mais on aimerait élargir un petit peu parce que on a cette question euh, de Dominique sur comment en fait gérer. Il y a les anniversaires certes, mais il y a aussi à chaque fois toutes les fêtes qui peuvent être douloureuses. Il y a Noël avec la famille, il y a Pâques, il y a la fête des mamans, et c'est très très difficile. Euh, c'est à chaque fois une réelle épreuve. Est-ce que tu as un conseil à donner pour passer ces moments-là? Est-ce qu'il Il faut y les a, fêter déjà ou pas? il y a il y a deux choses. Il y a d'abord anticiper. Le mot-clé, c'est anticiper. Savoir que de toute façon, à peu près un mois, 3 semaines, un mois après le jour, la date anniversaire du décès, il y a pendant 3 semaines, un mois avant, une réactivation dans les rêves, dans l'émotionnel, plus d'angoisse. On a l'impression Hmm. qu'on se sent beaucoup moins bien pendant les 3 semaines, un mois avant le décès. Comme s'il y avait une espèce de compte à rebours. Ça c'est normal. Quand on voit arriver la fête des mères ou Noël, tout ça, il y a une montée d'angoisse. Là, vraiment, sincèrement, il n'y a rien qu'on peut faire contre ça. Il n'y a rien qu'on peut faire contre ça parce qu'on anticipe ce jour. Mais il est important de savoir que le jour même est beaucoup moins
lourd que le jour tel qu'on l'anticipait. Pour Noël, par exemple, ou pour le jour anniversaire, Mhm. mon conseil, c'est ne passez pas ça sous silence dans la famille. Hein. Juste l'exemple avec ma famille et mon grand frère pour le décès de ma maman. Tous les 25, les 24 soirs, la première chose qu'on fait, la toute première chose qu'on fait, on ouvre une bouteille de champagne et on porte tous un toast à maman. Il y a un moment Mhm. d'émotion qui est là, fort, même si ça fait maintenant 7 ans. Elle dit, on va à maman et on fait un toast comme ça. Un moment, on pense à toi, tu es là avec nous et, et on l'évoque pendant 1 minute, 2 minutes. Mais simplement, après, Mhm. hop, on l'a évoqué, il y a quelque chose qui se passe et après on se dit, bon allez, qu'est-ce qu'on mange? Hein. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment posez-le comme disant, j'ai le besoin de dire aujourd'hui que c'est la date anniversaire de Sébastien, de Martine, de Claire, de papa, de maman, et de véritablement, je porte un toast. N'hésitez pas à porter un toast. Alors si vous pensez que la famille peut être un petit peu perturbée, demandez à chaque membre de la famille en disant, je vais faire ça, j'ai besoin de faire ça, et s'il vous plaît, respectez ce besoin-là. Ben, je vous assure que c'est mieux de passer quelques minutes à honorer la personne et d'être beaucoup plus détendu pendant le reste de la soirée que de se, que de se retenir sans rien dire et de passer dans l'angoisse toute la soirée. On crève l'abcès, on dit le nom, on dit combien la personne nous manque, on met sa photo, une bougie pendant le Noël, pendant le jour de l'an, on pose des actes symboliques forts qui disent je suis fragile ce jour-là. Et personne n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas le droit d'être fragile ce jour-là. C'est complètement légitime et c'est une façon, là encore, d'honorer la personne que vous avez perdue. Vraiment. Alors juste avant les fêtes, parce que là on est pendant les fêtes, à ce moment-là comment gérer? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la famille qui sont très inquiètes à savoir comment on va gérer ce moment. Est-ce qu'on on va aborder, on va prononcer le prénom de l'enfant ou de la personne qui est décédée? Est-ce que tu conseilles d'en parler avant, de dire détendez-vous, on pourra en parler, ce sera pas un sujet tabou? Oui, c'est pour ça que je parle d'anticiper. Le mot D'accord. anticiper, c'est de pouvoir dire, moi, ça va être nécessaire pour moi ce moment-là. Et je tiens à vous prévenir que même si que d'entre vous ne sont pas d'accord, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est important. Il est intolérable pour moi de passer ce Noël, ce jour de l'an, ce jour anniversaire, en passant sous silence comme si rien ne s'était passé. Pour moi, il s'est passé quelque chose d'énorme, même s'il y a 5 ans, même s'il y a 10 ans, et je souhaite honorer la personne en portant un toast pour elle, en allant au cimetière pour elle. Il n'y a rien de morbide. Enlevez-vous de l'idée que d'évoquer la personne décédée est morbide. Ce n'est pas morbide, c'est simplement rappeler le lien d'amour et le fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui par le fait même d'avoir aimé et été aimé de cette personne-là. Donc il n'y a aucune indécence, il n'y a aucune complaisance à rentrer, à être dans ce discours-là. Et donc faites-le le plus sereinement possible. Et si les gens ne sont pas d'accord avec vous, eh bien voilà, tant pis. Tant pis s'ils ne sont pas d'accord. C'est vraiment, là c'est important d'honorer la personne qu'on est. Vraiment. On a un commentaire de Letty qui nous dit que pour l'anniversaire de sa grand-mère, décédée en novembre dernier, ils ont organisé un goûter en visio du coup. D'accord? Et ils ont soufflé les bougies sur le gâteau pour se souvenir. Et ça, apparemment, ça c'était plein de sérénité. Tout à fait. Des choses comme Moi, ça, ouais. moi, je l'ai vécu dans ma propre famille aussi. Il y a un enfant qui a quelques années, il y a longtemps maintenant en arrière, qui est décédé. Et j'ai lancé à la famille, j'ai pris un peu le risque parce qu'on faisait pas de repas de famille. J'aurais dit, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une grosse fête? Et en honneur, nous, c'est Laurent, qui avait 9 ans quand il est parti. Et on fait une fête pour Laurent, et pour le grand-père qui est décédé aussi. Et en fait, je me suis dit, ça va être qui ou double. Soit ils vont dire, il est barré dans son délire du deuil, là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tous venus. C'était une énorme fête et tout le monde était très à l'aise, en fait, d'avoir ouvert le sujet. Mais oui, c'est bien sûr. Hein, on a des idées morbides au sujet d'eux, et quand ça se Hum, passe, on se rend compte que les gens sont soulagés. C'est simplement, qu'est-ce qu'on fait? Je me répète là, mais on honore le lien d'amour. Honorer l'amour, je vois pas ce que ça a de glauque. Hein. Ça n'a rien hum, de glauque d'honorer l'amour, même si la personne n'est plus là.
même s'il y a la douleur parce qu'elle n'est plus là physiquement, mais on honore le lien. Rappelez-vous la dernière fois, le lien de gratitude de cœur à cœur. Ça ne demande pas la présence physique de la personne. Ça demande simplement le fait qu'on porte haut et fort sa sauce. Je rebondis sur un commentaire qui est assez, je trouve, intéressant. Symphorine qui nous dit: ma propre maman me dit n'en parle pas quand elle essaie d'évoquer le nom de sa fille décédée. Comment gérer ça? C'est dur, hein? Bah écoute, n'en parle pas. Maman, je sais bien que pour toi, ça fait du mal qu'on n'en parle pas. Moi, je suis désolé, j'ai besoin d'en parler. Alors peut-être que on peut décider que plus jamais on en parlera toutes les deux, mais c'est dommage de mettre cet obstacle entre nous deux parce que c'est ta fille, c'est ma sœur, il y a quelque chose de profond qui nous unit. Euh, en quoi, peut-être lui demander en quoi mes mots te font du mal, en quoi mots se font du mal, qu'est-ce qu'il y a explorer avec elle, pourquoi elle a mal d'entendre le nom de sa fille, ça fait mal, oui, oui, ça te fait mal, pourquoi ça te fait mal? Pourquoi tu préférais que je n'en parle plus jamais, qu'on fait comme si elle n'a pas existé? Je t'assure, pour moi, maman, c'est pas possible. C'est pas possible de dire que ma sœur n'a pas existé. Donc vraiment, s'il te plaît, comprends quand j'ai besoin de dire son nom. C'est pas une agression contre toi, c'est un besoin et une manière, là encore, d'honorer sa mémoire. Après, il y a qu'à, c'est du cas par cas, vous savez bien. Bien sûr. Et merci Christophe pour toutes ces réponses sur ces différents sujets très différents, sur cette idée voilà de trauma, cette idée de culpabilité de post-trauma, voilà, post-trauma cette idée aussi de culpabilité qui a tendance à nous envahir un peu tous, et puis la gestion des fêtes, la gestion Ouais. cette culture qu'on doit avoir. Merci, je pense que ça aide pas mal d'entre nous. Je vois plein de commentaires encore. Merci à chacun. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà, j'ai envie de terminer ce live. On arrive déjà au bout, hein, ça va vite, hein, une demi-heure, en vous invitant à regarder ce livre, acheter le livre de Christophe qui est vraiment très détaillé sur beaucoup de sujets qu'on aborde là. Euh, sur les sujets qu'on a abordés, tu nous conseillerais lequel de ces 300 livres que tu as écrit, Christophe? Parmi les 250 000 livres que j'ai écrits, Pardon. non, c'est Vive le deuil au jour le jour, chez Albin D'accord. Michel. C'est vraiment celui qui est. En plus, j'ai complété la version en octobre 2019, je crois, et c'est vraiment 2020, pardon, 2020, et c'est vraiment le plus complet qui soit. Plus complet? D'accord. Avec toutes les ressources, hein, j'appelle à nouveau, hein, sur Mieux traverser le deuil, il y a beaucoup de ressources. Et puis aussi au sein de chaque association, vous avez vraiment des personnes qui connaissent bien le deuil et qui connaissent les ressources locales et qui peuvent Mm. vraiment vous aider. De toute façon, faites-vous aider par plein de gens. D'abord, ce qu'on appelle les aidants naturels, c'est les Mm. proches. Après, peut-être les, euh, les collègues. Après, les médecins. Après, peut-être des gens des différents cultes. Après, peut-être les psys. Après, des associations. Il y a beaucoup de niveaux d'aide que vous pouvez véritablement euh, trouver pour vous aider. Sur le site Mutual, on vous invite encore, vous le connaissez certainement, mais à le consulter. Et il y a autant des listes d'associations que consulter un thérapeute. On vous donne plein d'informations sur ça. Et on va encore l'enrichir les prochains mois. Je rassure Nathalie. Nathalie, tu me dis flûte, j'ai loupé la connexion au début. Ne t'inquiète pas, Nathalie, il y aura un replay dans quelques minutes. Tu pourras revoir ce live. J'en profite pour rappeler aussi, n'hésitez surtout pas, si vous avez un proche ou vous-même vous perdez un proche et vous vivez des obsèques, on a développé cette web application qui permet de filmer avec votre smartphone directement et de transmettre en fait la vidéo à votre famille. Vous savez, on est limité à 20 dans les cimetières et c'est vraiment douloureux de pas être là. Voilà, on va vous mettre le lien d'obsèques en direct. Juste un petit mot. Là, j'ai eu de la part de France 2 pour Sagesse bouddhiste. C'est dimanche prochain. Bon, c'est hyper tôt, hein, c'est à 8h, 8h et quelques du matin. Mais ils font un replay d'une émission que j'avais fait sur Vivre le deuil avec Aurélie Godefroy. Sagesse bouddhiste, dimanche matin. C'est un petit quart d'heure. C'est pas beaucoup, mais si vous avez envie de regarder ça. Super. Merci à chacun encore. Merci à tous vos commentaires. Au revoir à tous. Portez-vous bien. Et on n'a pas décidé encore le prochain live. On va en parler. Si vous pensez que ça vaut le coup que Christophe continue, alors envoyez des messages. Ah, Parce qu'on n'a pas décidé. Il faut le convaincre.
C'est à vous de jouer. Donc, le téléphone privé de Christophe, c'est le 0. Non. Ah, non, 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 non. Mais on va voir ce qu'on fait pour la suite. Ça a l'air de vraiment parler, de répondre à un besoin. Alors, encore un grand merci à vous tous. Merci Christophe pour toutes tes réponses, ton temps. Merci à vous tout cœur. Et merci d'être avec nous, de nous accompagner dans cette belle aventure, belle aventure. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir. Au revoir.